Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel je vais revenir sur 15 erreurs à éviter en peinture à l'huile lorsqu'on débute. Évidemment, en plus de revenir sur ces erreurs, je vous donnerai tout plein de trucs pour que vous puissiez les éviter, c'est le but. Et croyez-moi, ces erreurs, je les rencontre tout le temps. À chaque coin de rue, une erreur. Et je parie que certaines d'entre elles risquent de vous être très familières. Alors, on va jouer à un petit jeu. J'aimerais que vous comptiez honnêtement le nombre d'erreurs parmi celles dont je vais parler dans cette vidéo que vous commettez vous-même ou que vous avez déjà commis dans votre pratique personnelle et que vous partagiez ce nombre dans les commentaires. Le but n'est évidemment pas de se moquer, ni de juger, il n'y a rien de honteux dans le fait de faire des erreurs, au contraire, c'est en identifiant ces erreurs justement et en cherchant à les éviter par la suite que l'on a l'occasion de faire le plus de progrès, et c'est ça qu'on veut. Enfin, une dernière chose, et puis promis on y va, j'aimerais revenir un tout petit instant sur cette notion d'erreur. Je n'aime pas tellement ce terme en réalité, car il est finalement très subjectif et tient peu compte de la variété, de la multiplicité des pratiques possibles existantes de la peinture à l'huile. Ce qui est une erreur pour moi ne le sera peut-être pas pour vous. Il n'y a pas d'erreur en soi, et je trouve que c'est une chose qu'on ne dit pas assez. L'art va bien au-delà de ce genre de considérations grotesques et se moque pas mal de ce qui est ou non une erreur. D'ailleurs, certains très grands artistes ont construit leur pratique en allant contre la manière académique de faire, parfois de façon radicale. Tout ça pour dire, faites des erreurs. Cela dit, ne partez pas encore, je vais ici revenir sur des aspects auxquels vous ne faites peut-être pas attention ou que vous ignorez et qui pourraient tout simplement vous aider à évoluer dans votre pratique. Vous l'avez compris, mon seul but est de vous aider à progresser en identifiant ces erreurs courantes et pas de vous dire si ce que vous faites est bien ou mal, on est quand même un peu plus malin que ça. Et maintenant, allons-y, c'est parti enfin pour les 15 erreurs à éviter lorsqu'on débute à la peinture à l'huile, et la 15e est sans doute la plus importante, donc restez bien jusqu'au bout, je compte sur vous. Et la première, et peut-être la plus évidente, ne vous lancez pas dans la technique à l'huile sans en connaître les règles fondamentales. Alors, ça paraît logique dit comme ça, pourtant c'est une chose assez courante lorsqu'on débute, d'avoir envie de se lancer directement en se disant qu'on va apprendre sur le tas. Et vraiment, je vous déconseille d'y aller à l'aveugle. Apprendre les règles avant de s'y mettre, c'est en réalité un gain de temps considérable qui évite bien des déconvenus. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, j'en ai moi-même fait les frais. Pour vous dire, j'ai presque honte de l'admettre, mais l'une des premières fois que j'ai touché à de la peinture à l'huile, je vous parle d'une époque très lointaine, je n'y connaissais rien, à tel point que j'ignorais qu'il fallait de l'essence pour nettoyer ces pinceaux. Du coup, j'avais un petit pot rempli d'eau à côté de moi, comme pour l'acrylique ou la gouache, et je me suis vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout. Et même plus que ça, peinture à l'huile plus eau égale catastrophe, retenez déjà ça. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller avant de vous lancer d'apprendre les bases les plus élémentaires. Pour le coup, j'ai consacré une formation gratuite très complète, dont le lien s'affiche à l'instant, ainsi qu'un PDF qui revient sur les bases à connaître avant de s'y mettre. Je vous invite très chaleureusement à regarder tout ça, c'est disponible sur cette chaîne YouTube gratuitement. Deuxième erreur, se tromper de technique. Et je parle de technique au sens de médium. Comme la technique à l'huile est un médium, l'aquarelle un autre médium, le pastel aussi, etc. etc. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est important selon moi de choisir son médium en y réfléchissant activement et en se demandant si c'est vraiment celui qui convient le mieux à ce que l'on veut faire et à la façon dont on veut le faire. Ça paraît peut-être évident et pourtant c'est une réflexion que je me fais très souvent quand je vois certains travaux où je me dis « Tiens, je vois ce qu'il a essayé de faire, peut-être qu'il y serait mieux arrivé avec de l'acrylique plutôt que de l'huile par exemple. » Et cela demande justement une certaine compréhension de son médium. C'est pour cette raison que ça vaut la peine d'expérimenter des choses différentes. Une technique permet des choses et ne permet pas d'autre chose qu'une autre technique permettra peut-être. Autrement dit, prenons un exemple, si vous souhaitez travailler dans le frais longtemps, faire de beaux modelés, de beaux glacis, alors la peinture à l'huile a tout à vous offrir. Par contre, si vous souhaitez travailler très rapidement, sans produits toxiques, en empilant les couches sans avoir à vous soucier de règles comme le gras sur maigre par exemple, alors l'acrylique vous conviendra sans doute plus. Encore une fois, c'est une chose que j'ai moi-même expérimentée. Le déclic a eu lieu alors que je peignais ce travail à l'acrylique il y a fort longtemps. De toute évidence, ça se voit d'ailleurs, je cherchais à obtenir un rendu plus proche de ce que permet la peinture à l'huile. Je voulais un résultat léché, détaillé, texturé, avec beaucoup de dégradés, de fondus. Toutes des choses inhérentes à la technique à l'huile et qui, à l'acrylique, exigent une débauche d'efforts supplémentaires. Cela ne veut pas dire que ce que j'ai fait est mal en soi, mais plutôt que tous les efforts que j'ai fournis pour parvenir à ce résultat, tout l'acharnement que j'ai mis dans le fait de tordre la technique à l'acrylique pour la faire correspondre à ce que j'attendais, tout cela aurait pu être évité. La leçon est donc la suivante. Si vous voulez un résultat qui fasse peinture à l'huile, peignez à l'huile. Si vous voulez un résultat qui fasse aquarelle, ou crayon de couleur, ou gouache, ne peignez pas à l'huile.
La troisième erreur à éviter, c'est la tendance lorsqu'on débute à vouloir un résultat parfait tout de suite, l'envie de réaliser son chef-d'œuvre d'un coup. Alors, il n'y a rien de mal à avoir de l'ambition, évidemment, mais je pense qu'il est primordial, si l'on souhaite progresser, de mettre la pratique au centre de l'attention, plutôt que l'attente de résultats. Tout simplement parce que les résultats viennent avec la pratique, avec l'exercice, avec l'expérience, et que vouloir atteindre la perfection à chaque fois va vous empêcher d'entrer pleinement dans ce processus d'apprentissage et aura même plutôt des conséquences néfastes. D'abord, cela générera de la frustration, puisque dans la plupart des cas, lorsqu'on débute, et même après, on atteint rarement, jamais, la perfection. Ensuite, cela vous empêchera de prendre des risques, de tenter des choses. En ayant peur de l'échec, vous ne pourrez pas expérimenter librement le champ des possibles. Et enfin, cela vous mettra la pression, causera du stress et au bout du compte, finira par vous décourager. Vous ferez comme 9 débutants sur 10 en essayant de reproduire la Joconde, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas Léonard de Vinci au bout de 2 jours, et ça vous mettra un coup au moral. Alors que c'est normal. Concentrez-vous sur le positif, prenez du plaisir dans votre pratique. Vous ne progresserez jamais autant qu'en aimant ce que vous faites. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne et je le redirai encore et encore, le fait que vous réussissiez ou non une peinture n'a aucune incidence sur votre progression, à aucun moment. Ce qui fait qu'on progresse en peinture, c'est de peindre. La quatrième erreur dont j'aimerais parler rejoint un peu la précédente. Ne soyez pas trop ambitieux, ou plutôt, ne vous lancez pas dans un projet trop gros pour vous d'entrée de jeu. À mon sens, il est nettement préférable de commencer par de plus petits projets, moins ambitieux en ce qui concerne le sujet, la composition, le format et même le support. Il peut être intimidant de faire ses débuts sur une toile de lin préparée de 2 mètres sur 1,5 m, qui aura coûté plusieurs centaines d'euros, et de prévoir d'y représenter une bataille historique en 5 couches. En visant trop gros, vous risquez de vous décourager en cours de route à cause des enjeux, de la pression, de la peur d'échouer, un peu comme pour le point précédent. Alors qu'en y allant petit à petit, en n'ayant rien à perdre, vous serez concentré sur votre progression et sur votre plaisir. Et ainsi, naturellement, avec le temps, avec l'expérience, votre confiance grandira, vous aurez fait vos armes et plus aucun projet ne sera trop grand pour vous. Il s'agit simplement de faire les choses progressivement, en commençant par le commencement. En commençant donc par exemple par peindre des objets simples, votre main, des drapés ou pourquoi pas même des autoportraits, mais en essayant de voir ça comme de l'exercice. Il faut que cela reste ludique et idéalement, que chaque peinture ne vous prenne pas trop de temps. Par exemple, essayez d'en faire une par jour, et si vous n'êtes pas content du résultat, pas grave, vous passez à autre chose et la prochaine sera meilleure. Mon 5e point vient d'ailleurs appuyer cette idée, apprenez à vous arrêter dans un projet, ou plutôt à savoir quand vous arrêtez, et donc à lâcher prise et à passer à autre chose quand il le faut. Ce qui arrive parfois lorsqu'on débute et qu'on n'est pas satisfait d'un de ses travaux, c'est qu'on se donne comme mission de ne pas s'arrêter avant que ça soit parfait, rappelez-vous du point 3. Et on corrige, et on recorrige, et on re-recorrige, on fait des tonnes de retouches à l'infini et en faisant souvent pire que mieux. Apprendre à s'arrêter, c'est primordial, et il vaut parfois mieux accepter un résultat tel qu'il est, quitte, pourquoi pas, à recommencer, plutôt que de stagner pendant des mois sur une même peinture. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut aller au bout de rien et abandonner à la première contrariété, pas du tout, car à ce moment-là, c'est le problème inverse. On s'empêche de progresser en ne se confrontant pas à la difficulté. Ainsi, dans certains cas, même lorsqu'on ne sait pas trop où on va, c'est en persévérant que l'on finit par voir surgir quelque chose d'intéressant, qu'on ne voyait peut-être pas au début. Par exemple, si vous commencez une peinture et que vous n'êtes pas satisfait du résultat au bout de la première demi-heure, cela vaut peut-être la peine de persévérer encore un peu. En vérité, il n'y a pas de formule toute faite, le but au final, c'est de trouver, ou plutôt de chercher, un certain équilibre entre le fait de s'arrêter trop tôt ou trop tard. Et c'est une question à laquelle on continue d'être confronté pour chaque nouveau travail, tout au long de sa vie d'artiste, mais une question qu'il est important de se poser dès le début. Numéro 6, ne bâclez pas les étapes préliminaires, et par étapes préliminaires, j'entends le choix du sujet que vous comptez peindre, de votre modèle donc, le choix du format, du support, le dessin préparatoire si vous en faites un, grosso modo, tout ce qui précède le moment où vous commencez à peindre. C'est sans doute la réflexion que je me fais le plus régulièrement en voyant les travaux de débutants et même moins débutants. Le sujet que vous comptez peindre par exemple, votre modèle donc, qu'il s'agisse d'un modèle vivant ou d'une photo, est d'une importance capitale, cela va de soi, et pourtant, honnêtement, je ne compte plus le nombre de peintures que j'ai pu voir réalisées à partir d'un modèle vraiment pas idéal. Et je crois que si cela arrive si souvent, c'est sans doute que les critères de sélection d'un sujet méritent d'être revus. Même chose pour le dessin préparatoire qui représente la fondation de votre peinture. Apportez-lui le plus grand soin, car un dessin raté d'entrée de jeu, mal proportionné ou que sais-je, donnera une peinture qui héritera des mêmes défauts. Prenons l'exemple. Vous souhaitez réaliser le portrait de votre tante pour son anniversaire. Si vous n'avez pas de tante,
vous imaginez la même chose avec votre mère, un ami, un collègue. Et si vous n'avez rien de tout ça, d'abord je vous souhaite beaucoup de courage et on peut imaginer le même exemple avec un autoportrait. Vous voulez donc peindre votre tante. Imaginons que vous vouliez la peindre à partir d'une photo. Eh bien, tâchez d'être exigeant et de ne pas vous satisfaire d'une photo où elle serait à son avantage, avec un joli sourire, mais totalement surexposée par exemple, comme le fond de mon décor en ce moment, flou, pixelisé, cadré n'importe comment, ou avec un filtre ignoble qui sursature l'ensemble. L'idée est de trouver une photo dont vous pourrez tirer quelque chose, et je parle cette fois-ci de qualité plastique, picturale. Son expression est-elle intéressante? Les volumes de son visage ressortent-ils bien? Y a-t-il de beaux jeux d'ombre et de lumière, etc. Une fois la photo trouvée, demandez-vous ce que vous comptez en faire. Allez-vous recadrer l'image, composer votre portrait différemment? Qu'allez-vous faire du fond? Quel format allez-vous choisir? Et après cela, réfléchissez à la manière dont vous allez transposer votre image sur votre support et réaliser votre esquisse. D'après observation, à l'aide de papier calque, à l'aide d'une mise au carreau, j'ai réalisé des vidéos sur tous ces sujets s'ils vous sont étrangers d'ailleurs. Et apportez le plus grand soin à votre dessin préparatoire, car si vous ne reconnaissez pas votre tante sur le dessin, vous ne la reconnaîtrez certainement pas plus une fois peinte. On a parlé du dessin préparatoire, parlons maintenant de la peinture elle-même et du travail des valeurs. Alors, d'abord, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, en très rapide, les valeurs correspondent au degré d'intensité par rapport à la lumière et à l'ombre. À chaque couleur correspond donc une valeur. Plus une couleur est foncée et se rapproche du noir, plus sa valeur est basse. Et plus une couleur est claire et proche du blanc, plus sa valeur est élevée. Ainsi, pour le dire autrement, être attentif au travail des valeurs revient à respecter le mieux possible le degré d'intensité des ombres et des lumières. Le deuxième épisode de la formation gratuite que j'ai mentionné un peu plus tôt, dans lequel je réalise une grisaille, c'est-à-dire, pour faire simple, une couche de peinture en noir et blanc, revient très en détail sur la notion de valeur, ça risque de vous intéresser. Ce travail des valeurs, il est capital et je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, vous devriez y accorder suffisamment d'importance. À nouveau, je le répète, ce que je vais développer ici ne s'applique pas à toutes les formes de pratique artistique, évidemment. Je m'adresse sans doute plus à des personnes voulant peindre des sujets figuratifs d'une manière plus ou moins réaliste. En même temps, si je ne cherchais à revenir que sur des points s'appliquant à toutes les formes d'art et de pratiques existantes, ma vidéo ressemblerait plutôt à ça. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel je vais revenir sur les erreurs à éviter en peinture à l'huile lorsqu'on débute. Il n'y en a pas, faites ce que vous voulez. Au revoir! Donc, revenons à nos moutons, le respect des valeurs dans un dessin comme dans une peinture est ce qui permettra à votre sujet de prendre forme, de gagner en consistance et en réalisme. Ce sont les ombres et les lumières qui façonnent une forme, qui définissent un volume. Et lorsqu'on débute, l'on a parfois tendance à faire passer ces questions d'ombre et de lumière à la trappe, ou alors à les rendre tout à fait accessoires, en hachurant ici et là une petite ombre à peine visible une fois un dessin terminé par exemple. Et le travail des valeurs ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement d'ombre et de lumière, mais aussi de justesse dans le travail de la couleur. En choisissant les mauvaises couleurs et en ne prêtant pas suffisamment attention à leurs valeurs, l'on peut vite se retrouver avec un résultat qui sonne faux, ou quelque chose cloche, sans spécialement que l'on puisse l'identifier clairement. Mais pas de panique, j'ai une astuce à vous donner pour que vous puissiez facilement détecter les problèmes liés à cette question de justesse des valeurs. Prenez votre travail en photo et faites passer la photo en noir et blanc. De cette manière, on se débarrasse des deux autres paramètres de description d'une couleur que sont la teinte et le niveau de saturation. D'ailleurs, toutes ces notions de couleur et tout ce qui concerne les concepts de teinte, valeur et saturation, vous commencez à en avoir l'habitude, je les aborde en long et en large dans la 3e vidéo de ma formation gratuite, dont le lien s'affiche juste ici. Ainsi, avec une image passée en noir et blanc, vous identifierez plus facilement les zones aux valeurs inadéquates, comme par exemple un bleu du ciel trop foncé, une ombre sur le visage pas assez marquée, etc. Vous pouvez également faire passer votre image de départ en noir et blanc, si vous partez d'une photo. Et en comparant l'image en noir et blanc de votre travail avec l'image en noir et blanc de votre modèle, vous repérez encore plus facilement les zones problématiques. Croyez-moi, en vous concentrant sur ce simple aspect, et donc en restant attentif le plus possible à la justesse des valeurs dans votre travail, vous ferez des progrès fulgurants à coup sûr, c'est promis. La 8e erreur, à mon sens, c'est de vouloir aller trop vite. En réalité, on pourrait même dire qu'il s'agit là d'une méta-erreur, d'une erreur qui entraîne d'autres erreurs, d'un catalyseur en quelque sorte. Soit. Ce que j'entends par aller trop vite, c'est ne pas prendre le temps de faire les choses bien. Évidemment, il n'y a rien de mal à aller vite en soi, mais aller trop vite est l'une des causes principales de rater, puisqu'en voulant se précipiter, quelle que soit l'étape à laquelle on se trouve, l'on prend le risque de bâcler son travail et de laisser passer des erreurs qui auraient pu être évitées. À nouveau, n'oubliez pas que chaque nouvelle étape dans une peinture est bâtie sur la précédente, et donc en étant trop laxiste au moment de réaliser son dessin préparatoire par exemple, ce sont toutes les étapes ultérieures qui risquent d'être affectées.
Donc tâchez de faire les choses bien, quitte à prendre un peu plus de temps que prévu, quelle que soit l'étape. Qu'il s'agisse de trouver le bon modèle, la bonne photo, de préparer son support correctement, de faire un bon dessin préparatoire, de laisser sécher suffisamment une couche avant d'en poser une nouvelle, peu importe l'étape, ne soyez pas trop pressé de finir. Et en disant cela, je rejoins un peu ce que je disais dans le point 3 qui concernait l'envie d'avoir un résultat parfait tout de suite et le fait d'être obsédé par le résultat et rien que le résultat. Ne pensez qu'à la finalité peut pousser à aller trop vite justement, alors qu'en mettant la pratique au centre et en essayant de prendre un maximum de plaisir dans le fait de faire plutôt que de finir, eh bien vous aurez naturellement plus facile à prendre le temps qu'il faut pour mener à bien votre travail. Au fur et à mesure, avec l'expérience, vous gagnerez en efficacité et donc en vitesse. Vous aurez créé des automatismes et des habitudes qui vous permettent d'aller plus vite, et ce, à tous les niveaux. Qu'il s'agisse de votre œil, de votre capacité à voir ce qui va et ce qui ne va pas, de votre geste, de votre capacité à faire le bon mélange de couleurs, à organiser votre palette, à avoir le coup de pinceau juste, vous gagnerez naturellement en technicité et en vélocité si et seulement si vous avez pris le temps de construire des bases solides dans la lenteur. Qui veut aller vite, va lentement. C'est paradoxal, mais vous verrez que votre progression sera plus rapide si vous prenez le temps qu'il faut pour apprendre. Et ma 9e erreur peut être l'une des conséquences de cette tendance à aller trop vite. Il s'agit de la question du recul, et du fait de ne pas prendre suffisamment de recul. Et vous allez voir que l'on va parler de recul autant sur le plan physique que mental. Alors, c'est quoi prendre du recul, et à quoi ça sert ? Prendre du recul consiste à s'écarter suffisamment de son travail. Il s'agit de prendre de la distance avec ce que l'on est en train de faire, de décoller son nez de la toile afin d'avoir une vue d'ensemble sur son tableau, un aperçu global. Un regard neuf qui permet de voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, de déceler des erreurs qu'on ne remarque pas spécialement en étant trop proche de son travail et qui, à distance, deviennent évidentes. Ça, c'est prendre du recul de manière assez littérale. On s'éloigne physiquement de son travail et on le voit différemment. Mais on peut également parler de prise de recul au sens large. C'est ce que j'entends par prise de recul mentale. Il s'agit de comprendre que nos yeux, ou plutôt notre cerveau, s'habituent à ce que l'on voit, surtout lorsque l'on passe beaucoup de temps à regarder une même chose, une même image. C'est ce qui se passe lorsqu'on peint et qu'on est face à une toile pendant des heures et des heures, voire des jours entiers. On s'habitue à sa propre peinture, et cette habitude fait que l'on perd à un moment donné, et surtout lorsqu'on n'y est pas habitué, une certaine capacité de discernement. Il devient difficile de faire la part des choses et de voir clairement ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins. Ainsi, l'on peut vite passer à côté d'erreurs de tout type, qu'il s'agisse d'un manque de justesse dans le travail des valeurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou dans les proportions du sujet que l'on peint. Notre cerveau, si l'on ne prend pas suffisamment de recul, s'habituera à ces erreurs. C'est pourquoi il est important de se détacher de son travail, physiquement et mentalement. Faites des pauses, regardez autre chose que votre peinture, sortez 10 minutes ou regardez une de mes vidéos sur YouTube. En tout cas, faites en sorte de penser à autre chose. De cette manière, vous reviendrez à votre travail avec un œil plus frais. Maintenant, je vais vous donner quelques petits trucs pour aller encore plus loin. Je suis sûr que ça vous sera utile. Une autre manière assez simple de prendre du recul consiste à prendre votre peinture ou votre dessin en photo, avec votre téléphone par exemple. De cette manière, vous verrez votre travail en plus petit, a priori, sauf si vous travaillez vraiment sur de très petits formats. Et cela vous permettra d'avoir une vision d'ensemble très facilement. Autre truc très utile pour détecter les erreurs de proportion, la technique du miroir. En regardant votre peinture dans un miroir, en la plaçant face à un grand miroir ou bien à l'aide d'un petit miroir mobile, vous verrez l'image inversée de votre travail. Dès lors, vous serez capable de détecter instantanément tous les défauts de proportion éventuels très facilement. C'est assez déconcertant, très efficace et dû au fait que votre cerveau se retrouve subitement confronté à une image à laquelle il n'est pas habitué. De cette manière, toutes les erreurs rendues invisibles par l'habituation de l'œil se révèlent d'un seul coup. Je vous conseille vraiment d'essayer, vous verrez que c'est assez désarçonnant. Enfin, un bon truc qui combine les deux astuces que je viens de vous donner, en prenant une photo de votre travail et en l'inversant sur votre téléphone ou votre ordinateur, vous bénéficierez de l'effet du miroir, sans avoir à utiliser de miroir, ce qui peut s'avérer pratique. Une dernière chose, un bon moyen de prendre régulièrement suffisamment de recul consiste à travailler sur plusieurs projets en même temps, tout simplement. À ce moment-là, dès que vous commencez à saturer sur une peinture par exemple, vous passez à autre chose, à une préparation de support, à un dessin ou à une autre peinture. De cette manière, vous conserverez plus longtemps la fraîcheur de votre œil, et rien de tel qu'un œil bien frais. La 10e erreur, peindre avec des pinceaux trop petits. J'ai l'impression que c'est une chose qui se produit très souvent, particulièrement lorsqu'on vient du dessin, que l'on a pris l'habitude du travail au crayon de couleur ou même au porte-mine,
et que l'on essaye de transposer les habitudes prises avec ces médiums à la peinture. Et ainsi, en étant habitué à des mines de crayon extrêmement fines et à une zone de contact réduite au minimum entre la mine et le support, l'on se tourne vers des pinceaux très fins de manière à retrouver le même genre de sensation, la même logique d'exécution appliquée à la peinture cette fois-ci. Cela fait écho au deuxième point de cette vidéo d'ailleurs, dans lequel j'abordais l'idée d'un mauvais choix de médium. À quoi bon peindre à l'huile si c'est pour tenter de retrouver des sensations propres au crayon? Autre explication possible qui expliquerait cette tendance à peindre avec de trop petits pinceaux: un gros pinceau, c'est intimidant. Recouvrir un support de peinture, c'est intimidant aussi. Ainsi, on a l'impression d'être plus prudent et précautionneux avec un petit pinceau qui ne dépose pas trop de matière d'un coup, et l'on grignote petit à petit son support en déposant de mini coups de pinceau trop mignons. Je pense que c'est une erreur pour beaucoup de raisons sur lesquelles je vais revenir, qui empêchent l'accès à ce qu'offre une approche picturale. Déjà, cela représente une perte de temps considérable. Faites le test. Remplissez un carré de 10 cm sur 10 avec un petit pinceau pointu, puis un autre carré du même format avec un large spalter. L'un vous prendra 10 minutes et l'autre 10 secondes, ça semble assez évident. Dans cette même logique, le fait de faire correspondre la taille des pinceaux qu'on utilise avec les formats auxquels on s'attaque fait sens et permet de gagner un temps immense. Mais au-delà de la question du temps, le principal problème est qu'en peignant avec de trop petits pinceaux, l'on s'empêche d'accéder à ce qu'offre la peinture en termes de possibilités, en refusant sa logique propre. L'idée est d'apprendre à façonner des formes, quel que soit le sujet, en allant du gros vers le fin. Les pinceaux très fins, idéalement, devraient servir en fin de processus, pour le détail, et pas la construction. Je vous recommande vraiment de vous entraîner avec de plus grosses brosses, en vous empêchant même, pour l'exercice, d'utiliser le moindre petit pinceau. Cela vous obligera à synthétiser, à penser différemment votre image, vous éduquerez votre œil, vous gagnerez en efficacité et vous ferez d'immenses progrès. Numéro 11, ne vous procurez pas un matériel de trop mauvaise qualité. Alors oui, je vous vois venir, le matériel artistique, ça coûte cher, c'est vrai. Et je ne vais pas vous conseiller ici de vous procurer du matériel haut de gamme et d'investir plusieurs milliers d'euros en matériel si vous débutez. Au contraire, vous le verrez dans le point suivant d'ailleurs. Par contre, je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment éviter le matériel très bas de gamme qui, à mon sens, constitue un désavantage de taille même lorsqu'on débute. Et quand je parle de matériel, cela comprend les supports, les toiles, autant que les pinceaux, et la peinture elle-même évidemment. Peindre avec un matériel de trop mauvaise qualité va non seulement compromettre vos chances d'obtenir un résultat satisfaisant, mais va également nuire à toute votre expérience. Poils de pinceau qui se détachent en permanence, couleurs médiocres, peinture qui a du mal à adhérer au support, et j'en passe, sans parler du piège principal qui est l'essence même de ce genre de matériel bas de gamme, des produits qui ne tiennent pas dans le temps. Vous avez donc l'impression de gagner de l'argent à l'achat, mais au final, en devant remplacer en permanence des pinceaux tout ébouriffés et dégarnis, ou de la peinture qui a complètement séché dans son tube, vous finirez par dépenser au moins autant que si vous aviez fait le choix d'un matériel un tout petit peu plus qualitatif dès le début. Bref, autant de déconvenus qui auront pour effet, au mieux, si l'on peut dire, de vous faire perdre du temps, de l'énergie et de l'argent, et au pire, de vous dégoûter complètement de la pratique de la peinture. À mon sens, le mieux lorsqu'on débute est de se tourner vers un matériel de qualité intermédiaire. Vous verrez que cela permet généralement de rester dans une gamme de prix assez raisonnable et promet une expérience nettement meilleure qu'avec un matériel de très mauvaise facture. À mon sens, c'est donc le rapport qualité-prix qui doit primer sur le reste. En plus de ça, je vais vous donner quelques trucs qui vous permettront d'opter pour un matériel de meilleure qualité sans avoir à casser votre tirelire. D'abord, le support. Qui dit peinture à l'huile, dit toile. Eh bien non, pas du tout en fait, rien ne vous oblige à peindre sur toile. Donc plutôt que d'acheter des toiles médiocres, je vous encourage plutôt à investir dans un bon papier de bonne qualité, qui reviendra toujours moins cher qu'une toile, même la plus bas de gamme. C'est donc un gain de qualité qui vous coûtera moins cher. Il vous faudra simplement préparer votre papier à l'aide de gesso par exemple. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça tombe bien, j'ai consacré une vidéo entière très complète dont le lien s'affiche à l'instant. Autre truc concernant les tubes de peinture cette fois, plutôt que d'acheter très peu cher un assortiment de 20 tubes contenant toutes sortes de couleurs ignobles dont vous n'aurez jamais besoin, limitez-vous au strict minimum en achetant que 5 tubes d'une meilleure qualité. Un magenta, un cyan, un jaune, du noir et du blanc feront amplement l'affaire. Là aussi, j'ai consacré une vidéo qui explique en long et en large pourquoi l'utilisation d'une palette réduite peut s'avérer extrêmement avantageuse lorsqu'on débute, autant d'un point de vue pédagogique que pécuniaire. Bref, il est possible de débuter la peinture à l'huile avec du matériel décent, sans avoir à se ruiner. Se payer le meilleur matériel le plus haut de gamme dès le début est aussi une erreur à mon sens, ma 12e en l'occurrence.
En effet, du matériel artistique, ça peut vite revenir très cher. Une bonne toile de lin, préparée, montée sur châssis par exemple, ça coûte facilement plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. Même chose pour les peintures extra fines ou les pinceaux en poils d'oreilles d'animaux en voie d'extinction de marques prestigieuses, sans parler des médiums ou vernis tels que le fameux ambre de Blox, le secret de Dali auquel j'ai consacré une vidéo si ça vous intéresse. Bref, on peut vite dépenser des fortunes là-dedans, et je crois que c'est une erreur de le faire lorsqu'on débute. D'abord, parce que ça vous mettrait une pression monstre dans la plupart des cas. Je dis la plupart des cas, car si vous êtes multimillionnaire par exemple, alors le fait de dépenser ce genre de somme aura sur vous un impact sans doute moins violent. Mais donc, en n'étant pas multimillionnaire, le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau avec un matériel hors de prix risque d'être décourageant d'emblée, et ça se comprend. Vous n'aurez pas envie de gaspiller une peinture qui coûte les yeux de la tête, ou d'abîmer un pinceau qui coûte le prix d'une voiture. Bon, j'exagère peut-être un peu. Mais l'idée, lorsqu'on souhaite débuter la peinture à l'huile dans les meilleures dispositions possibles, c'est d'être le plus à l'aise possible. Il faut être capable de se tromper, d'assumer ses erreurs, d'expérimenter, de tenter des choses, sans être à chaque fois parasité par la peur de ne pas faire le meilleur usage d'un matériel impayable. Et même s'il est vrai que plus un produit est de qualité, plus il sera facile et agréable à utiliser, autant faire ses premières armes avec du matériel moyen de gamme tout à fait décent, et se laisser l'occasion de découvrir par la suite, si affinité il y a, des produits plus haut de gamme. Vous gagnerez ainsi en sérénité, tout en faisant de fameuses économies. C'est tout bénef. On reste dans le matériel avec cette 13e erreur, et on va parler du soin que vous devriez lui apporter à ce matériel. Cela vous semble peut-être évident, facile, et pourtant, croyez-moi, c'est une habitude à prendre, une routine à mettre en place, et il faut pouvoir réserver le temps nécessaire à la fin de chaque session pour nettoyer son matériel, le ranger convenablement et ainsi en prendre soin. Par matériel, je fais principalement allusion à vos pinceaux, puisque ce sont clairement eux qui demandent le plus d'entretien. Mais pas que! Vos supports, tubes de peinture, bocaux en tout genre, et je dirais même tout ce qui constitue votre environnement de travail en général, méritent tout autant d'attention et de soin. Et vous verrez qu'en prenant de bonnes habitudes dès le début, vous conserverez votre matériel plus longtemps dans un meilleur état. Ce qui est intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue financier, puisque vous n'aurez pas à remplacer trop souvent vos pinceaux, supports et tubes mal entretenus. Vous économiserez donc pas mal d'argent, tout en évitant de gaspiller inutilement. C'est bon pour le portefeuille et pour la planète. Mais en plus de cela, et il s'agit là d'un avis tout à fait personnel, vous trouverez de cette manière plus de confort dans votre propre pratique. Un matériel bien entretenu, propre et soigné, permet de travailler dans de meilleures conditions, et de ce fait, augmente vos chances d'obtenir un beau résultat. Pour autant, rassurez-vous, cela ne veut pas dire qu'un pinceau usé ne pourra pas vous être utile. Vos pinceaux finiront toujours par subir les affres du temps qui passe, comme nous tous. Vos brosses raccourciront, mais vous trouverez en elles un nouvel usage. Je garde beaucoup de mes pinceaux au même musée, qui me servent pour différents effets. Entretenir votre matériel ne l'empêchera pas de vieillir, mais permettra simplement d'allonger au maximum sa durée de vie en bonne santé. Alors, comment prendre soin de son matériel? Eh bien tout simplement en refermant bien ses tubes, bocaux et contenants, en les éloignant si possible des rayons du soleil. Même chose pour les supports qu'on essaie de garder bien rangés à l'abri de la poussière si possible, et évidemment les pinceaux que l'on prend le temps de bien nettoyer à la fin de chaque séance. Ici aussi, j'ai réalisé une vidéo entièrement consacrée au nettoyage des pinceaux que je vous invite à regarder. Grosso modo, après une session, on les passe dans l'essence de térébenthine ou le white spirit, puis sous un filet d'eau tiède, on les lave soigneusement au savon de Marseille, on les rince bien, on les met à sécher à plat, et le tour est joué. Ça n'est pas compliqué en soi, mais ça demande un peu de temps, donc prenez l'habitude de réserver environ un quart d'heure à la fin de chaque séance pour nettoyer votre matériel. Vos pinceaux vous en seront très reconnaissants. Mon 14e point est un peu lié au précédent puisqu'il concerne le soin que vous apportez à votre travail cette fois. Ne travaillez pas trop salement. En n'étant pas suffisamment soigneux dans votre manière de travailler, vous prenez le risque de littéralement gâcher ce que vous êtes en train de faire, assez bêtement si je puis me permettre. On a parfois l'image de l'artiste qui peint en mettant partout, en étant recouvert de taches, les mains pleines de peinture, les pinceaux dégoulinants, et vraiment, vous êtes libre de travailler de la sorte, c'est une façon de faire. Mais si vous voulez mon conseil, prenez plutôt l'habitude inverse dès le début. On n'est absolument pas obligé de travailler comme un cochon pour faire de belles choses, c'est même plutôt le contraire. Et le fait est que la peinture à l'huile est très salissante. On travaille avec de l'huile, des matières grasses qui ne sèchent pas. Vous l'avez peut-être déjà constaté lorsqu'on a de la peinture sur les mains, car oui, ça arrive évidemment à tout le monde, il est très difficile de faire partir la matière sans utiliser de savon. Ainsi, sans s'en rendre compte, on peut très facilement tacher son support, étaler de la peinture là où il ne faut pas, salir son environnement de travail, et même s'il est a priori possible de rattraper ce genre d'erreur la plupart du temps, ça n'est pas toujours le cas, cela revient à se mettre des bâtons dans les roues pour rien.
En plus de cet aspect directement lié à la qualité de votre travail, qui peut être impacté, il y a un facteur psychologique assez important qui peut venir s'ajouter à cela. En effet, travailler dans un environnement chaotique, sur un support taché, avoir les mains sales en permanence, des tubes de peinture graisseux, toutes ces choses qui découlent d'une pratique pas assez soigneuse peuvent avoir une incidence sur votre mental. Croyez-moi, je ne suis vraiment pas la personne la plus ordonnée au monde, c'est même plutôt l'inverse, ce qui fait que je suis justement assez bien placé pour vous dire qu'un environnement ordonné et propre, qu'on le veuille ou non, ça fait du bien au moral. Et vous aurez ainsi beaucoup plus facile à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, sur votre dessin, votre peinture, vos mélanges, en travaillant dans un environnement sain, propre et organisé. La bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile à mettre en place, et particulièrement lorsqu'on débute, il suffit de ne pas laisser les choses dégénérer. Si vous constatez que vous avez de la peinture sur les doigts, faites une pause de 2 minutes pour aller vous laver les mains au savon. Si sans vous en rendre compte, vous avez étalé de la peinture sur votre plan de travail ou le manche de votre pinceau, idem, nettoyez-la directement. Empêchez ces petites choses de s'accumuler et vous partirez sur les meilleures bases. On arrive déjà à la dernière erreur de cette vidéo, la 15e, sans doute l'une des plus importantes aussi, puisqu'elle concerne directement votre santé physique. Ne sous-estimez pas la dangerosité des produits que vous employez. Et oui, ça n'est pas le plus réjouissant, mais c'est mon devoir de vous le rappeler. La plupart des produits que l'on utilise en peinture à l'huile sont toxiques et sont dangereux pour la santé et pour l'environnement si l'on ne fait pas attention à la façon dont on les traite. L'idée ici n'est pas de vous effrayer, mais simplement de vous mettre en garde en vous poussant à être attentif à certaines choses. Donc rassurez-vous, il est tout à fait possible de concilier pratique de la peinture à l'huile et bonne santé. Vous le verrez, ce 15e point est très lié au précédent. En effet, en n'étant pas suffisamment soigneux et en laissant se répandre un peu partout les produits que l'on manipule, on s'expose à plus de risques, forcément. Ainsi, travailler proprement et dans un environnement sain constitue déjà une première précaution. Dans la même idée, avoir de la peinture sur les doigts n'est pas idéal, surtout lorsqu'elle contient des métaux lourds. Ainsi, si votre pratique fait qu'il est très difficile pour vous d'éviter de vous mettre de la peinture sur les doigts, ce qui peut arriver, je leur dis, eh bien optez pour des gants par exemple. Cela vous permettra d'éviter tout contact entre la peinture et la peau de vos mains. De manière générale, prenez l'habitude de bien refermer tous les contenants que vous utilisez. Vos bocaux, vos tubes, toutes les bouteilles contenant des vernis ou des essences très nocives et volatiles. Vous limiterez ainsi la propagation de ces produits dans l'air. D'ailleurs, veillez à travailler dans une pièce suffisamment aérée. Aussi, ne jetez pas vos essences usagées dans vos canalisations ou à la poubelle. Gardez-les dans un contenant hermétique dédié et amenez-les à la déchetterie au moment de vous en débarrasser. Le mieux à faire est de lire au dos de chacun de ces produits les précautions d'usage liées à leur utilisation. Tous les risques qui sont décrits, ainsi que la marche à suivre en cas d'intoxication. Dans tous les cas, si vous vous rendez compte d'une manière ou d'une autre que l'exercice de la peinture à l'huile a une incidence néfaste quelconque sur votre santé, mettez un terme à votre pratique immédiatement et demandez l'avis d'un médecin avant de reprendre. En prenant toutes ces précautions, vous limiterez au maximum les risques liés à l'utilisation de ces produits et tout se passera pour le mieux, j'en suis sûr. Et voilà, on arrive déjà au bout de ces 15 erreurs. D'abord, merci à vous si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo. J'espère que tout ce contenu vous sera utile. Si tout cela vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à la liker. C'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires combien de ces erreurs vous avez vous-même rencontrées dans votre pratique personnelle. Je suis très curieux d'en discuter avec vous. Sinon, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous! Ce sont les ambres, ce sont les ambres.